Bonjour à tous et bienvenue dans SimMove, le premier podcast de simulation en santé en français, en collaboration avec le magazine SimZine. Je m'appelle Fouad Marar et je serai l'heureux animateur de ce podcast. Je suis médecin, enseignant en santé et surtout passionné de simulation en santé depuis plus de 15 ans. À travers chaque épisode de cette série, nous tenterons de mettre en lumière les acteurs et les initiatives qui font la simulation d'aujourd'hui et de demain dans le monde francophone. Alors, que vous soyez un expert en la matière ou juste curieux d'en savoir plus, je pense que ce podcast est fait pour vous. Sans plus attendre, allons voir ce que notre invité du jour a d'intéressant pour nous. Et on se retrouve une fois de plus pour un épisode supplémentaire de SimMove. SimMove, c'est le podcast où on parle français. Mais tout le monde parle français, mais certains savent parler français, anglais, arabe, plein de langues. Et c'est le cas de Younes Zidoun, mon ami marocain. Bonjour Younes. Bonjour Fouad, euh, bonjour aux interlocuteurs de CMove. Ça fait grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Mais écoute, le plaisir est partagé et je suis pressé de rentrer dans le vif du sujet parce que je sais que ton parcours va nous donner des questions et moi, tu sais, tu me connais, je suis un questionneur de la simulation et je sais que tu vas pouvoir aider, plein de gens dans leur parcours parce que tu as fait des choses beaucoup et tu as vu des centres de simu et en fait, quand on en voit beaucoup à travers le monde, ça donne une vision, de ce qu'est la simulation. Alors, raconte-nous, bien entendu, comme à chaque fois, je le demande, comment tu es tombé dans la marmite de la simulation et amène-nous jusqu'à Dubaï où tu es actuellement, si c'est possible. Ah bah, avec plaisir. Moi mes débuts c'était en 2014. Donc en 2014 je faisais ma première année de thèse et à l'époque je cherchais aussi enfin un travail. Dans ma recherche je tombe sur un poste d'ingénieur système d'information à l'époque à la fondation chez Khalifa à Casablanca. Donc je rejoins en tant qu'ingénieur système d'information et de là on me propose de rejoindre un projet de centre de simulation à la faculté qui était plus ou moins qui faisait partie de l'écosystème de la fondation. L'université, la première université privée des sciences de la santé, l'université Mohamed VI des sciences de la santé. Donc, je rejoins le projet de centre de simulation et à l'époque, comme par hasard, je rejoins et le lendemain, c'est la réception du matériel de simulation. Il y avait un bon, euh, je vais dire, lot de matériel qui arrivait pour démarrer le centre. Et avec ça, il y avait la formation, l'AIRDAT qui venait avec un bon vieux ami qui s'appelle Franck Vézilly. Donc, j'ai fait la formation avec Franck Vézillier et c'était plus ou moins une formation technique, mais plus ou moins qui abordait tous les points un petit peu de la simulation. Je fais la formation avec lui et on démarre un petit peu les activités avec un professeur qui s'appelait, une gentille dame qui s'appelait professeur Tachinante à l'époque. C'est une professeur en anesthésie réa. Donc, on démarre. Juste après ça aussi, il y a le professeur, enfin, le docteur Sandrine Baccar qui nous rejoint aussi en tant que chef de projet à la simulation et on commence à élaborer un petit peu les plans pour les centres de simulation de l'université Mohamed VI. Donc on commence avec un petit centre de 300 mètres carrés et de là on monte sur le grand centre 4200 mètres carrés qui est l'un des plus grands en Afrique qui s'est établi à Casablanca. Et à l'époque j'étais en charge de la partie technique donc je devais concevoir toute la partie technique avec l'environnement de travail et tout ça. Ça c'était plus ou moins l'activité que j'ai faisais à Casablanca. Pour un petit peu être plus bref dans le parcours, donc après 2020, je rejoins ici Dubaï, donc je rejoins Mohamed Ben Rachid University. C'est l'une des plus grandes universités des sciences de la santé ici à Dubaï aussi. Donc je rejoins le centre qui s'appelle KHNC, Khalaf Ahmed Al Habtour Simulation Center. Euh, c'est l'un des plus grands aussi ici aux Émirats, je rejoins sur la partie technique aussi, euh, avec beaucoup de formation qu'on faisait pour l'université. Euh, et juste après, j'ai eu l'opportunité de démarrer un nouveau projet, celui où j'évolue à présent, pour l'université Dubai Medical University. Et là, je crée encore une fois, je reviens
au point de départ, c'est-à-dire que je suis en charge de développer un centre de simulation from scratch, un centre de simulation de rien. Donc, j'établis les plans, j'établis avec l'équipe bien sûr, et on monte le projet de simulation ici, qui fait un petit peu, je vais dire, 400 mètres carrés de simulation. D'accord. Donc voilà, ça Hem, c'est. vas-y, finis, hein. Je ne voulais pas te couper parce que si je te laisse comme ça, il va y avoir des centres de simulation encore plus gros dans des pays encore plus grands donc je t'arrête tout de suite. On est en 2025, tu travailles à Dubaï dans un deuxième projet pour lequel tu reprends un petit peu les bases pour créer un projet simulation et je vais, m'amuser un petit peu parce que à chaque fois que tu parles d'un centre de simulation et tu n'es pas le seul, c'est pour ça que ça m'amuse, tu dis combien il fait en mètres carrés, le centre de simulation et les anglo-saxons font ça. En France, quand on a de la surface, on le dit aussi et je trouve que c'est hyper intéressant de commencer la conversation là-dessus parce qu'il y a quand même un lien entre l'ambition du projet dans lequel on travaille en simulation et la surface qu'on a la chance de pouvoir gérer. Hem, Tu as commencé avec 300 mètres carrés et puis tu as géré bien plus que ça. Dis-moi, comment tu as géré ces espaces de formation? Puisque clairement, on a affaire à quelqu'un qui a été en charge de la partie, logistique et technique. Alors, est-ce que parce qu'on a 3000 mètres carrés, on a 3000 étudiants? Comment ça se passe en fait, ce lien entre l'espace de simulation et l'ambition du projet? Ben, c'est une très bonne question parce que c'est un lien très intrinsèque entre la superficie qu'on a à gérer et la vision du projet de simulation, dans le sens où, par exemple, quand on veut monter un projet et on a une nouvelle construction de centre, ça va être très très différent, où on va par exemple réaménager une partie pour la simulation. Donc c'est très très différent. Par exemple, si on va sur le même étage ou on va avoir plusieurs étages de simulation. Donc tout ça, ça rentre en considération quand on est en train d'élaborer le projet, mais aussi ça fait partie de comment on peut optimiser les espaces pour pouvoir délivrer plus ou moins les objectifs de ce projet. Donc entre 300 mètres carrés, 4000 mètres carrés, ça va être une très très grande différence dans la façon de gérer, dans la façon d'optimiser les ressources. Euh, donc tout ça va faire en sorte que, ou bien on va pouvoir livrer de la simulation de qualité en fin de compte ou pas, parce que si on n'a pas très bien pensé les espaces, si on n'a pas très bien par exemple géré les espaces par la suite et penser la maintenance et penser à tout ce qui se fait en termes de gestion, par exemple, de stock, tout ça. Si on n'a pas fait tout ça à l'avance et on a anticipé un petit peu les soucis qui peuvent subvenir à un moment donné, ben ça peut faire que le projet ne va pas avoir la réussite qu'on a plus ou moins planifié au début. Ouais. Et d'ailleurs, dis-moi ce que tu en penses, mais d'une manière complètement, triviale, il y a pas de i c'est juste du bon sens. Avoir, des mètres carrés, peu utilisés, c'est «gaspiller» entre guillemets, des ressources. Hem, Dans la pratique, de tous les jours, toi qui diriges un centre de simulation maintenant, comment tu dois référer tout ça aux décideurs, aux financeurs? C'est-à-dire qu'on te dit, avec l'espace que tu as, l'objectif, c'est de former tant de personnes et d'avoir tant de budget matériel, par exemple. Et puis parce que nous, de l'autre côté, on paye le chauffage, on paye la climatisation, etc. Plutôt la climatisation d'ailleurs du côté de Dubaï. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à être d'accord sur quoi vous vous mettez d'accord en fait? Parce que les mètres carrés sont là, l'activité est là, c'est quoi? C'est la fixation d'objectifs qui sont atteints avec des pourcentages d'atteinte des objectifs? Comment tu diriges un centre et surtout sur la partie objectif, en fait? Hum, je vais dire que du plan qu'on a plus ou moins établi à l'avance, avec la stratégie qu'on a établie à l'avance, on va définir les KPI. On va définir plus ou moins des facteurs de performance qu'on va plus ou moins traquer à- avec tout ce qui peut venir comme challenge par la suite, pour pouvoir mesurer plus ou moins ce qu'on a plus planifié au début du projet. C'est-à-dire
pour moi, un centre qui fasse 300 mètres carrés ou 4000 mètres carrés, euh, c'est plus ou moins les objectifs qu'on a pu établir à l'avance qui vont définir si on fait de la bonne simulation et on utilise cette superficie ou pas. Donc, si on arrive à bien les définir à l'avance et pouvoir plus ou moins avoir une définition des critères de la performance, à la suite, on va pouvoir aussi traquer ces critères-là et pouvoir mesurer ce succès ou pas. Mais comme tu viens de dire, c'est-à-dire que si on finit par avoir de la superficie qui est mal utilisée ou qui n'est pas utilisée du tout, ben ça prouve qu'on a ou bien pas bien planifié, ou bien qu'on n'a pas très bien anticipé les problèmes qui pouvaient subvenir à un moment donné. Ouais. Mmh. Alors c'est vachement intéressant que tu abordes, le sujet des ressources et qu'on parle de ne pas gaspiller des ressources parce que pour moi la meilleure des simulations, c'est celle qu'on ne fait pas. C'est la meilleure. C'est-à-dire qu'on te demande de faire une simulation et puis toi tu réfléchis, tu fais une analyse des besoins et tu arrives à la conclusion que la simulation n'est pas le bon outil pour, cet apprentissage-là. Celle-là, c'est la meilleure. C'est-à-dire qu'elle nous a même pas fait lever et on a réussi à faire apprendre à nos apprenants sans utiliser une ressource qui est très onéreuse. Et on ne peut pas, parler, de plan, de KPI, d'indicateurs de performance si on tourne autour du pot sans parler de ce qui est le nerf de la guerre, ce qui est l'argent. Comment on gère dans un pays comme Dubaï et bien entendu dans ton expérience précédente au Maroc, ça nous permettra à nous, aux autres pays francophones de faire le lien. Comment ça se gère les finances d'un centre de simulation? Encore une fois, c'est l'une des très bonnes questions que j'ai eues. C'est parce que quand on vient aux finances, ça se rapporte plus ou moins très strictement à la manière du management, ou bien à la façon de voir le management d'un centre de simulation. C'est-à-dire que si un management de centre de simulation, il est autonome, ou il est plus ou moins, il est considéré en tant que business unit, euh, là, on va voir les finances du centre très différemment qu'un département sous un autre département, sous un autre, par exemple, département. Donc, c'est là où ça va faire la grande différence. Mais plus ou moins, euh, euh, quand on fait partie, par exemple, d'une institution à but non lucratif, ça va être très différent d'une institution privée, par exemple. Tout ça va faire que la manière avec laquelle on budgétise la simulation va être très différente. Mais sur le plan opérationnel et comment on organise le budget d'un centre de simulation, ça va être très classique entre un CAPEX et OPEX, entre des investissements à longue durée ou des investissements à courte et moyenne durée. Donc tout ça va faire que on a une vision et une visibilité euh, sur le long terme ou sur le court terme de nos plans de simulation. Généralement, sur les modèles sur lesquels moi j'ai travaillé, on a une enveloppe qui va être ou bien sur 5 ans ou bien sur 3 ans, mais généralement j'ai travaillé plus ou moins sur 5 ans, où on va vous dire par exemple que vous avez tel montant à investir dans la simulation sur 5 ans. Et de là, en tant que chef de projet ou en tant que manager d'un centre, vous allez définir par exemple les milestones, vous allez définir par exemple les objectifs à court terme et vous allez décider en tant que décideur ou bien je vais investir une partie de l'argent ou bien je vais décider d'investir tout l'argent maintenant et de là je vais essayer d'avoir des ressources par la suite. Donc tout ça va dépendre de la structure où le centre de simulation il est ancré. Ouais, Mais généralement, les non-profit, ils sont dans des modèles où on vous demande pas ou on vous pousse pas trop pour générer de l'argent de la simulation. C'est-à-dire qu'on va d'accord. monter un centre de simulation pour pouvoir donner de la formation à nos institutions qui sont déjà dans l'écosystème. Ce qui est très différent, par exemple, dans les institutions privées où on vous donne l'investissement, mais on vous demande de définir, par exemple, une stratégie où on va générer de l'argent aussi. D'accord. Donc de là, la budgétisation va être très différente.
Donc ça se rapproche, quand tu parles des non-profit, ça se rapproche de notre modèle, par exemple en France des hôpitaux, qui ont des centres de simu puisque Mm. le but est d'offrir de la formation initiale continue, mais de ce que je connais, on n'a jamais demandé à un directeur de centre de simu, d'être rentable sur le long terme, Mm. puisque déjà si on paye ses frais, c'est déjà un fonctionnement optimal. OK, donc ça veut dire que, il y a quand même des institutions qui arrivent, les gens vont pas aimer cette question, mais je me permets de la poser quand même. Il y a quand même des institutions dont l'objet, dans le statut, l'objet, c'est de faire de la simulation et qui sont profitables. Ça existe. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais ça existe. Le concept d'être rentable dans la simulation n'est pas un concept très visible sur la surface, mais pas mal d'institutions, ils ont cette approche à la simulation. Ils doivent et ils veulent être rentables et ils doivent être rentables. Ils peuvent pas, I mean, subsister s'ils ne sont pas rentables. S'ils sont pas rentables. Et tu as dit quelque chose de très important que moi j'ai vécu personnellement et que je vois beaucoup de centres de simulation quand je fais un peu de conseils qui reviennent vers nous. On nous dit souvent, mais tu sais, on fait beaucoup de formations. On sait le prix des formations, ça coûte cher de former des gens, à la simu, mais le ticket d'entrée est cher aussi. C'est-à-dire qu'une journée de simu pour un Hmm. apprenant, ça coûte cher si c'est lui qui la paye. Et au final, il y a plein de gens qui me disent, notamment en France: «Mais nous, en fait, on ne voit pas l'argent, on voit pas le retour de l'argent». C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme tu disais tout à l'heure, ce n'est pas dans une business unit, on n'a pas la comptabilité directe de ce qu'on est en train de faire et donc ça repart dans le pot commun de l'hôpital, de la clinique, de l'université ou peut-être même de l'école d'infirmière. Et donc on se retrouve à avoir des gens qui ont potentiellement qui génèrent des revenus, mais qui ne font pas leur plan sur une partie des revenus qui sont générés, ce qui veut dire qu'ils naviguent entre guillemets un peu à vue sur qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine, ben, ça dépendra de ce qu'on veut bien vous donner. Et ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Est-ce que tu as cette expérience-là? Tu l'as bien dit, hein, si c'est mieux si on gère soi-même, sa compta ou pas? Vraiment? Bien sûr que oui, parce que personne ne va comprendre la simulation mieux qu'un expert en simulation. C'est-à-dire quand vous avez les clés de vos ressources, ça va faire beaucoup de différence dans la manière avec laquelle vous gérez vos moyens, dans la manière avec laquelle vous investissez aussi, dans la manière avec laquelle vous planifiez la simulation. Donc c'est toujours bien d'être autonome sur ce volet-là, chose qui n'est pas très évidente parce que généralement quand on vient à démarrer un projet de simulation, c'est généralement un grand investissement. Donc on démarre avec des modèles où ça va être un budget départemental qui va revenir sur un autre département avec une autre unité qui va plus ou moins débloquer les fonds et de là on va avoir notre centre de simulation. Mais je pense que chaque manager de centre de simulation, il doit avoir cette approche de management. C'est-à-dire que, ok, on peut avoir nos fonds qui viennent d'une partie X ou Y, mais sur le plan stratégique, on doit mettre en place une stratégie où on va pouvoir être autonome, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, dans 4 ans, et on peut par exemple présenter des plans où, comme je viens de dire, qui sont plus ou moins alléchants pour les décideurs et les policymakers, les gens qui sont plus ou moins décideurs des fonds. On va leur dire, ben nous, on peut aussi ramener de l'argent, même si aujourd'hui on peut pas, mais dans 3 4 ans, on peut ramener aussi de l'argent. Donc ça va aider aussi à être autonome à un moment donné. Ouais, donc ça, c'est une partie de j'imagine que toi, en tant qu'ingénieur informatique de formation, c'est des choses que tu as appris, dans les différents projets de simu dans lesquels tu as travaillé. C'est-à-dire tu as appris, la gestion comptable, la gestion des flux financiers et cetera. Je pense que on pourrait parler d'argent, 1 heure, ça déséquilibrerait pas par rapport au fait qu'on n'en parle jamais en simulation. Moi, ça me pose aucun souci, mais il y a trop de choses qu'il faut que tu partages avec nous et notamment un sujet, dont je sais que toi, à titre personnel, tu as dû faire cet effort-là puisque, les centres émiratis sont un peu dans cette mouvance-là. À un moment donné, tu as été, exposé à un besoin de certification de ton activité de simulation.
que ce soit à titre individuel ou à titre institutionnel. J'aimerais bien qu'on discute un peu de certification parce que j'ai encore eu la question cette semaine de comment on fait pour harmoniser nos pratiques. Comment on fait pour être sûr qu'un expert est un expert. Et c'est vrai que la certification des individus, ça reste une méthode. Elle n'est pas parfaite, mais ça reste une méthode. Et la certification des structures, c'en est une qui est encore plus puissante, puisque là, on a vraiment des choses qui ont été mises en place au-delà de l'individu. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours personnel en certification et puis éventuellement les endroits où tu as travaillé? Ben moi, mon histoire avec la certification, ça a démarré bien avant parce que je suis pas très euh, familier avec ce qui se faisait, par exemple, j'étais pas très familier avec ce qui se faisait aux États-Unis jusqu'au moment où j'ai commencé, comme je t'ai dit, à me documenter euh, sur la simulation en général. Donc j'étais sur tous les volets, pas que le volet opérationnel. Donc j'ai commencé à voir plus ou moins ce qui se faisait autre part et voir comment on peut monter en compétence sur ce domaine-là, parce que je viens d'un domaine qui est loin du domaine médical ou du domaine de la santé. Donc je me disais que cette niche qui est la simulation, il y a bien un moyen de se faire une carrière dessus. Donc je dois voir un petit peu ce qui se fait en tant que certification, ce qui se fait en tant que formation continue. Donc de là, je suis tombé sur les certifications SSH de la société de simulation en santé, avec les deux certifications à l'époque qui étaient proposées, parce que là, il y en a quatre, mais à l'époque, il y en avait que deux. Le CHSOS, Certified Healthcare Simulation Operation Specialist, et le CHSE, qui veut dire Certified Healthcare Simulation Educator. Donc, une Éducateur. sur le volet éducatif, voilà, et une sur le côté opérationnel. Vu que je venais d'être manager technique d'un centre, donc je me suis plus ou moins rapproché de la partie opérationnelle plus pour faire cette certification, certification auprès de la SSH. C'est vrai que c'est très différent quand on vient étudier pour une certification comme ça, parce que j'ai appris ça très tôt dans la préparation à la certification, c'est-à-dire qu'on te conseille de ne pas répondre aux questions telles que tu fais ta pratique de simulation quotidienne, mais répondre aux questions telles que les bonnes pratiques de SSH te le recommandent. D'accord. Donc de là, je suis reparti sur les bonnes pratiques de SSH, je me suis documenté sur toutes les bonnes pratiques de SSH, j'ai commencé à chercher à droite et à gauche, demander aux gens, et aussi bien sûr l'expérience internationale m'avait aussi donné ce volet-là. C'est-à-dire que à l'époque j'évoluais déjà à Dubaï, donc je travaillais avec des Américains, je travaillais avec des Canadiens, donc je voyais aussi que même la façon de faire dans la simulation était différente. Donc il y avait une façon de faire différente de la façon européenne, on va dire, ou D'accord. francophone. Donc je me suis adapté à ça et je commençais à préparer cette certification. Ce qui vaut, c'est comme quand tu vas dans un nouveau pays et tu dois apprendre la conduite à nouveau. Je sais pas D'accord. si tu as eu cette expérience, mais cette Oui. expérience est un petit peu très anecdotique parce que tu te dis, ben moi je conduis, ça fait 10 ans, ben pourquoi on me demande de refaire un petit peu le test et refaire un petit peu tout ça. Mais quand tu vas et tu prends un petit peu les cours de conduite, tu découvres que le contexte il est un petit peu différent. Même si tu sais conduire, ben, le contexte il est différent. Donc tu apprends des choses et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc tu apprends les bonnes pratiques, mais à l'américaine par exemple, qui sont un petit peu différentes de ce que tu fais dans ton centre. Je me suis adapté à ça et bien sûr tu prends un examen de 110 questions, ce qui n'est pas très facile quand même parce que dans mon Ouais. parcours informatique, j'ai fait pas mal de certifications informatiques qui sont costauds, mais je jugerais aussi que cette certification est quand même consistante en termes de contenu, c'est-à-dire qu'on doit euh, couvrir beaucoup de contenu, pas que opérationnel, pour pouvoir avoir une certification telle que la Ouais, d'accord. CHSOS. Donc j'ai pu avoir le CHSOS et après sur mon nouveau centre,
ben, je me suis engagé aussi à faire la partie éducative parce que je faisais beaucoup de faculty development. Donc, quand on vient à apprendre à des cliniciens et des non-cliniciens comment faire de la simulation, je pense que j'avais besoin de légitimité, je vais dire, à l'époque. Donc, je me disais qu'une certification comme ça me donnerait une légitimité pareille. Et c'est ce qui s'est fait parce que la même chose s'était passé encore. Je devais me familiariser avec des concepts éducatifs, je devais me familiariser avec beaucoup de notions éducationnelles pour pouvoir délivrer des formations comme ça. Et de ça, j'ai pu avoir ma deuxième certification en CHSI. Je pense que dans le monde, il y en a pas beaucoup qui combinent les deux, parce que c'est pas très demandé de combiner les deux. Mais Ouais. je dirais de ma propre expérience que avoir les deux, c'est quelque chose qui ouvre un petit peu les perspectives et les horizons de simulation beaucoup. Ouais, mais je résume un petit peu parce que effectivement, on se connaît depuis quelques années, puis ça te semble naturel, mais je pense, moi, parmi les francophones qui nous écoutent, peu sont déjà au courant que la SSH existe, Société de simulation healthcare en santé américaine, qui est un peu une des plus grosses sociétés savantes en simulation. Et comme le font très bien les Américains dans toutes les disciplines, pas que de la santé, une fois qu'ils ont le leadership sur un sujet, parce que c'est eux qui produisent le plus de papier, et ben, ils finissent par dire, ben, on a thésaurisé tout ça, on en a fait un contenu, un langage commun. Donc c'est eux qui ont fait le dictionnaire et ces certifications-là. Et donc si vous voulez parler ce langage-là, et donc avoir des certifications institutionnelles, avoir des projets communs avec des centres américains par exemple, ben, il est de bon ton d'avoir des certifications qui sont communes. Et CHSE, Chessy, ils appellent ça CHSOS, c'est vraiment la base de tout formateur en simulation. Ils appellent ça même aux États-Unis un credential, c'est-à-dire un titre à part entière. Et vous voyez des MD, PhD, CHSE sur les CV, puisque ça veut dire aux États-Unis que vous êtes capé, expert en simulation. La question de est-ce que tu as les bases de simulation ne se pose plus à partir du moment où tu dis que tu es Chessy ou Chessos. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que je répète que c'est pas un système qui est parfait, mais par contre, Mhm. ben, on reconnaît les endroits où, selon des pratiques, les gens connaissent les bonnes pratiques. On n'est pas dans un doute je fais ça mal ou je fais ça parce que je ne sais pas. C'est je connais les bonnes pratiques, je suis certifié, mais dans mon contexte local, j'ai choisi de bifurquer des bonnes pratiques parce que j'ai des contraintes ici qui m'empêchent, entre guillemets, d'y rester. Donc, c'est hyper important de faire un point sur la certification parce que toi, tu l'as vécu bah, doublement et tu as raison de le dire. Moi, j'en connais peu, des Chessy, Chessos, qui ont les deux. Et puis, tu l'as vécu pour des raisons que je trouve assez intéressantes, c'est que tu es quand même pas soignant de base. Et c'est pas une critique, hein. Tu sais que venant de ma bouche, c'est pas une critique. Mais tu n'es pas soignant et tu n'es pas éducateur, mais il a fallu que tu baignes dans le milieu des soins et des éducateurs. Et quand on est éducateur et soignant, on a cette particularité d'avoir une haute estime du travail qu'on fait, mais parce qu'il est hautement estimable, hein, c'est pas le problème. Et donc, pour se faire donner la leçon, et donc ce que tu appelles toi en anglais le faculty development, pour former des formateurs, on a l'impression qu'il faut une légitimité encore plus haute. Il faut que la personne qui vienne ce jour-là, elle soit Mhm. très importante, qu'elle ait des diplômes, etc. Et en fait, ça marche. Ça marche. Moi, quand je dis que j'ai fait tous les diplômes de la Terre en simu, les gens, ils m'écoutent plus. J'aime pas le dire. Je me dis, mais c'est pas pour ça, en fait. C'est qu'est-ce qu'on va échanger aujourd'hui qui est important. Mais non. Et donc, tu as fait cet effort-là pour les centres pour lesquels tu travailles. Et moi, je trouve que c'est louable parce que de toute façon, pour faire tourner, tu n'étais pas obligé. Pour réussir à faire tourner ton centre de simu, tu n'avais pas besoin de ça. Par contre, il y avait des besoins qui venaient d'ailleurs, qui ont fait que tu as fait ça. Et on a le même problème dans les universités, en France, dans les écoles infirmières. Ce côté qui est légitime pour faire de la simu, c'est une question que j'entends quasiment quotidiennement. Tiens, prenons l'exemple par exemple de la PMP. Je sais pas si tu connais, mais le management de projet. Par exemple, le PMP de PMI, Project Management Institute. Donc la certification PMP, d'ailleurs, c'est une certification que je viens de faire. C'est une certification qui est très estimée dans le monde de management et de gestion de projet. Mais par exemple, c'est une guise de reconnaissance des compétences. Donc c'est Ouais, exactement pareil. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on veut faire de la simulation, on veut reconnaître des compétences en termes de simulation,
ben, si tu as la certification, ça va ajouter un critère plus ou moins de reconnaissance et de visibilité mondialement pour tes compétences. Donc, quelqu'un qui Mm. a la certification avec l'expérience va être très différent de quelqu'un qui va avoir l'expérience mais qui n'a pas la certification, parce que ça va apporter cette reconnaissance mondiale pour tes compétences. Ouais. Comme tu dis, c'est quelque chose que je devais pas faire nécessairement, mais je me suis senti, j'ai senti le besoin de le faire parce que je me suis exposé un petit peu à la façon de faire à l'américaine. J'ai trouvé que eux, par exemple, chez eux, il n'y avait pas cet amalgame. Il y avait, on distinguait pas entre clinicien et pas clinicien quand ça venait à la simulation. On distinguait entre certifié et pas certifié. Ouais, Et ça bien sûr. m'avait frappé à l'époque parce que ça disait que, parce que, enfin, je pense que on va revenir à l'origine de tout ça avec la fameuse citation de Gaba. Euh, la simulation, c'est une technique et pas une technologie. Ben, quand on dit une technique, ben, n'importe qui est formé à la technique et qui est proprement formé à la technique, il peut maîtriser la technique et il peut la transmettre à des gens. Donc, la technique, avec les prérequis, le prérequis pour être dans la simulation n'est pas forcément d'être clinicien ou d'être d'un background de santé, mais plus ou moins d'être capable de monter en compétence sur des compétences comme celle-là, des compétences éducatives, des choses comme ça, et plus ou moins pouvoir délivrer de la formation aux gens. Euh, je pense dans mon cas c'est un petit peu spécial parce que mon parcours de recherche aussi, la partie recherche et tout ça, ça m'avait ajouté des choses parce que dans ma thèse, j'ai travaillé sur du e-learning, donc je travaille aussi sur les concepts d'apprentissage, euh, sur les méthodologies d'apprentissage et tout ça, donc ça m'avait aidé un petit peu. J'avais un petit peu de background, on va Ouais. dire, sur la partie éducative, l'andragogie, tout ça, donc c'est quelque chose que j'avais couvert un petit peu sur ma thèse et ça m'avait aidé. Mais c'est quelque chose que j'invite toute personne qui veut rentrer dans le monde de la simulation et être visible à l'international d'explorer parce que ça va vraiment faire la différence dans les compétences techniques de la simulation. C'est-à-dire pour Ouais. pouvoir faire un débriefing, n'importe quel CHSI peut faire un débriefing. Par contre, si tu n'as pas la certification et tu peux dire je peux faire le débriefing, ben on devrait voir ça pour pouvoir en juger. Ouais. Et c'est marrant parce que la première objection que je fais à encourager les gens à faire des certifications, la première que je vois, c'est que malheureusement, il y a peu de certifications dans les langues natales et que ça pose la question existentielle pour moi en simulation de l'anglais. Ton problème à toi, ça avait pas l'air d'être l'anglais parce que tu serais pas là où tu es si tu avais un problème avec l'anglais, parce que tu viens d'un pays, le Maroc, qui est majoritairement arabophone et francophone, même si les choses changent un petit peu. Et donc, raconte-nous, et on va prendre le temps volontairement pour ça, et là, c'est moi qui assume, ton rapport à l'anglais. Tu as bien dû te mettre à l'anglais à un moment donné, comment ça s'est passé? Ah bah pour ça, moi, enfin, tu as raison de dire ça parce que moi, l'anglais, c'était quelque chose que j'appréciais beaucoup parce que c'était aussi une barrière pour moi à une époque. C'est-à-dire que depuis le collège, moi, j'ai découvert que l'anglais c'était une barrière parce qu'on pouvait par exemple pas comprendre des documentaires, des films, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on peut regarder, mais on a toujours besoin d'un sous-titrage ou de besoin de voir le film en français pour pouvoir vraiment comprendre tout. Donc pour moi, j'avais découvert à l'époque très tôt que c'était une barrière. Donc et c'est pas que l'anglais, c'est-à-dire que apprendre des langues c'est toujours bien, euh, mais pour enrichir un petit peu la culture de la personne. Mais l'anglais parce que vraiment c'est la langue de la science aujourd'hui. C'est-à-dire même aujourd'hui, si on veut vraiment être à la pointe de la recherche scientifique, on doit pouvoir euh, bien maîtriser l'anglais pour aller dans toutes les ressources et comprendre ce que font ces gens-là dans leur projet, comprendre ce papier très bien. Ben, l'anglais, c'était vraiment quelque chose auquel j'avais prêté attention très tôt. Et de là, je sais pas si je peux faire un coucou à ma prof d'anglais en terminale, professeur Frichy. S'il m'écoute, ben, ça, N'hésite c'est pas. quelqu'un qui m'avait, c'est quelqu'un qui m'avait fait aimer la langue déjà. Et de là, j'ai été toujours très très
attaché à cette langue-là, c'est-à-dire que j'ai continué mon parcours de l'anglais, même dans mes études supérieures. Euh, et après, comme ça, quand j'étais dans la thèse, dans le parcours de thèse, c'était pas très difficile pour moi de publier en anglais parce que j'avais déjà travaillé mon anglais pendant des années. Mais comme tu as dit, Ouais, c'est très important dans le monde de la simulation parce que il y a beaucoup de choses qui se font à l'international et si on maîtrise pas la langue, on peut pas comprendre vraiment ce que font ces gens-là et être dans des discussions à l'international avec ces gens-là. Euh, je pense qu'il faut maîtriser l'anglais. Ce qu'il faut aussi penser, c'est que ça peut aussi être quelque chose qui va ouvrir des opportunités. ouais. Euh, L'expérience de la simulation, ça peut être un petit peu quelque chose standardisé à un moment donné, mais la langue va faire la différence entre un candidat et un autre. Ouais, bien sûr. Donc l'anglais, Moi, c'est très très important. Hein. j'insiste, ça devient peut-être presque un amusement, notamment, tu sais que donc moi je suis à Toulouse, je suis basé en France et c'est un vrai sujet. Tu as toujours des gens qui te disent: «Oui, mais toi, c'était facile pour toi, tu parlais anglais». Bah, ma première formation de formateur, je l'ai faite en Hollande, en anglais et je me suis rendu compte que la difficulté qu'on avait en tant que Français avec l'anglais, est exactement la même que certains Allemands, Suisses, Hollandais et donc choisir des endroits où c'est pas des Anglais qui parlent déjà, c'est pas des Américains. Vous allez voir, ça sera plus facile de les comprendre et puis leur difficulté est la même que nous, ce n'est pas leur langue natale et effectivement prendre, l'habitude de, d'utiliser des ressources qui sont, écrites en anglais. Bon, l'IA nous amènera peut-être au niveau des langues un petit peu de ça va lisser tout ça, ça va peut-être être plus simple d'aller vers d'autres langues. Peut-être que, la prochaine itération des certifs sera chacun dans sa langue parce qu'en fait, l'IA fera très bien la traduction et cetera. Moi, je suis pas inquiet de l'avenir, mais là où je sais que ça a fait la différence dans mon parcours personnel et je constate dans le tien aussi, c'est clairement dans les possibilités de carrière, entre guillemets. C'est-à-dire que si tu parles anglais, le monde est quasi totalement ouvert, alors que si tu parles pas anglais, eh ben, tu écoutes le podcast Simove, on est les seuls à te parler, quoi. En gros, il y a très peu de possibilités de développement continu, même quand ton pays développe la simulation. Et donc, je suis assez les gens m'entendent souvent parler de l'anglais. C'est un peu mon truc parce que je me dis, tous ceux à qui j'ai réussi à dire, va d'abord faire de l'anglais et reviens en simu, je peux garantir qu'ils n'ont pas le même parcours derrière. C'est certain. Ils n'ont pas le Hmm. même parcours. On les connecte avec des gens directement dans les gros centres. On leur donne des mails et ils se débrouillent tout seuls. Alors que la limite de la langue fait que on a très peu d'options qui s'ouvrent à nous quand on veut parler de projets de simulation. Et en fait, pour moi, c'est un des impacts, principal dans une carrière, c'est de s'être d'abord posé la question de la légitimité de ce langage. Et en parlant d'impact d'ailleurs, je pense qu'avec toutes les simus que tu as pu voir et manager, tu as dû te faire une idée avec le temps de l'impact que peut avoir la simulation dans le monde de la santé. Parce que pour le coup, ça doit pas être facile de se dire que ça sert à rien. Donc je pense que tu dois avoir vécu, ces années, de travail au service des services de santé. Est-ce que tu as des exemples de simulations ou de programmes de simulation où tu as pu percevoir de manière assez tangible ce qui s'est passé, presque, on va dire, le plus près du malade? Euh, ouais, enfin, je vais te citer par exemple l'une des premières simulations in situ qu'on a fait. Et, et à l'époque, je dirais on avait fait tout correctement. C'est-à-dire qu'on a relevé un besoin qui était déjà dans les services d'urgence. Euh, de là, on a fait notre planification de la formation, on a fait notre scénarisation un petit peu avec tout ce qui pouvait se faire en tant que scénario, et on a préparé un plan de formation continue pour le personnel du service d'urgence de l'hôpital. Donc on a fait 4 ou 5 séances où on faisait plusieurs scénarios. Par exemple, on faisait des arrêts cardiaques, on faisait enfin, on simulait plus ou moins beaucoup de situations de crise. Et c'était des formations qui étaient in situ. Et de là, on avait un retour très très positif du management. C'est-à-dire qu'ils ont constaté que le personnel du service d'urgence, ils n'étaient pas
que demandeurs de la simulation après ça, mais ils étaient aussi montés un petit peu en compétence sur les différents sujets comme ceux de la gestion de l'arrêt cardiaque par exemple. Donc ça c'est quelque chose qu'on a vu et on a pu plus ou moins le mesurer carrément sur le terrain. Mais je peux penser à beaucoup de choses, pas que ça. C'est-à-dire que l'une des façons de constater ça, c'est de voir un petit peu les générations qui se sont formées avec la simulation et les comparer un petit peu aux générations qui ne se sont pas formées à la simulation dans leurs années de début de carrière. C'est-à-dire Hmm. qu'un, je pense, et c'est quelque chose que je veux vraiment constater aussi en discutant avec ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils sont plus confiants à exercer parce qu'ils ont fait juste parce qu'ils ont fait de la simulation. Tandis que la génération qui était avant, quand on va leur parler, par exemple, c'était quand la première fois où tu as fait, par exemple, un, un acte, je vais dire, je sais pas moi, ta première intubation, ta première, euh, je sais pas moi, quel que soit le soin, il va te dire, ben moi j'ai mis beaucoup de temps où je faisais carrément le soin sur le malade, mais j'étais pas très confiant. Je le cachais, j'étais un petit peu en mal, mais je le montrais pas. Euh, Sauf que ça m'a pris des années pour pouvoir pratiquer ça et le maîtriser. Ben Ouais. pour un médecin qui vient de se former et qui est déjà en pratique, ben lui, tu vas voir que lui, il va t'en parler en tant que quelque chose que c'était moins traumatique pour lui parce qu'il en a fait beaucoup dans la simulation. Donc je vois que ça, Ouais, c'est parmi les choses que ils sont déjà là et qu'on peut déjà les constater. ouais, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est démontré qu'on diminue les courbes les learning curves, les courbes d'apprentissage. C'est démontré qu'on augmente la confiance en soi. Bon, après, je pourrais le dire à chaque épisode, c'est démontré qu'on améliore des critères durs d'infection dans certaines situations, de qualité de réanimation en pédiatrie, enfin, des papiers qui disent que Mhm. les écoles de simulation font du bien aux patients, il y en a. Je ne pense pas que ce soit le sujet de les répéter à chaque fois parce que chacun ira trouver ce qui lui va bien. Mais ce qui est, pardon, ce qui est super intéressant, je trouve, c'est que il y a deux preuves que la simulation fonctionne, deux types de preuves. Il y a les preuves officielles qui sont publiées et il y a les preuves que chaque pratiquant de simulation voit de ses yeux et partage qu'une fois ou deux dans sa vie parce qu'on lui pose la question comme tu viens de le faire là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que ça, pour moi, c'est un argument vraiment, vraiment lourd d'échanger dans des espaces communs comme les congrès annuels, les Zooms des sociétés savantes. Je pense que c'est hyper important quand on est un acteur de la simu locale de toujours aller en donner un petit peu à l'extérieur, montrer son travail, partager son travail, parce que c'est là où votre preuve devient dans le pot commun. Ah ben nous, c'est l'intralipide. On a mis l'intralipide le Mhm. lendemain d'une simu, on a sauvé un malade. Nous, c'est le kit d'intubation difficile, on avait du vieux matériel, on l'a remis. Je vois plein de gens sortir de mes formations en disant, demain, je fais ça. Et le demain, je fais Mhm. ça, un jour, il peut profiter à un patient. Et donc, je pense que, ouais, effectivement, en dehors des études de Jeffrey Barsuck, de McCaggy, toutes ces études qu'on connaît, dont on parle à chaque fois, j'ai l'impression que ça fait ni chaud ni froid à personne, alors qu'une belle histoire vraie racontée en local, souvent ça a plus d'impact pour convaincre les gens que la simulation a cette utilité-là. Et ben du coup, je te remercie d'avoir partagé avec nous. Et puis l'in situ, s'il y a besoin encore de prouver que l'in situ, ça apporte encore une plus-value supplémentaire, l'in situ, c'est évident. On n'apprend pas à faire, on apprend à faire chez soi, ce qui est carrément le plus important. Il va falloir qu'on arrive à la fin de notre conversation, Younes, avec pas mal de regrets. Bravo pour ce parcours extraordinaire et puis surtout, merci d'avoir fait l'effort, on en a beaucoup parlé, mais de parler dans une langue qui est plus du tout ta langue du quotidien. Tu parles français de très peu, tu parles en anglais et en arabe hein, au quotidien, si je dis pas de bêtises. Donc merci pour cet effort, c'était vraiment très bien. Je pense que on peut te laisser le mot de la fin. Et en même temps, j'ai envie de te demander un petit service avant de te quitter. Toi qui as parcouru un petit peu le monde de la simulation, qui me connaît maintenant, on a souvent des conversations autour de ces sujets-là. Est-ce qu'il y a des francophones que tu connais bien, à qui tu pourrais nous référer, qui seraient une voix utile dans ce podcast? Et bon,
j'en ai pas fait 100, mais qui ne seraient pas déjà passés dans le podcast, histoire de changer un peu. Est-ce que si je te demandais de me choisir un invité, tu aurais quelqu'un en tête? Ben là, tout de suite, je sais pas, ils se font un petit peu rares dans la région, mais je vais dire que là, tout de suite, j'ai pas un nom en tête, mais bien sûr, dans mon carnet, je peux très bien trouver quelqu'un. Ouais. Bah, n'hésite pas à nous dire parce que cette région du monde regorge d'expatriés. Et je trouve que le Middle East, c'est un endroit extraordinaire. Je le vois à chaque fois que je vais à un congrès international. On a des gens qui viennent de partout et ça donne une espèce de bonhomie, de sympathie aux gens qui font de la simu sur place. J'en ai plein en tête là en même temps que je te parle, qui viennent du Liban, qui viennent de Tunisie, qui viennent du Maroc comme toi, qui viennent d'Australie. Enfin, il y a des gens souvent qui ont des parcours. Mm. Donc oui, effectivement, si tu captes quelqu'un qui pourrait échanger avec nous en français, c'est le but de l'exercice, ça serait avec grand plaisir. Et j'enchaîne en te donnant le mot de la fin, Younes. Tu es libre d'adresser le sujet qui te plaît. Et si tu pouvais te permettre, je sais que tu as beaucoup d'humilité, mais de donner un conseil aux gens qui se lancent dans la simu, ça m'aiderait bien. Ben, mais déjà, je commencerai par te remercier pour ce podcast et pour m'avoir invité dans ton podcast. Je tiens surtout à rappeler que la simulation, c'est un domaine qui est ouvert pour tout le monde. C'est-à-dire que qu'on soit clinicien ou pas, si on veut maîtriser la technique qui est la simulation, il y a toujours un moyen de se former et d'être performant et maîtriser l'outil pour pouvoir euh, ou bien faire bien les choses chez soi, ou bien euh, profiter à d'autres gens et pouvoir leur transmettre le savoir. Euh, Par contre, même comme tu viens de dire, si je peux me permettre à donner un conseil, ça serait de dessiner un plan de carrière. C'est-à-dire que quand on tombe sur la simulation, parce que moi, avec les gens avec qui j'ai travaillé, même en France, c'est-à-dire qu'ils sont aussi tombés sur la simulation d'une façon ou d'une autre. Ils s'attendaient pas à être dans un domaine comme celui-là. Mais dès qu'on est dans le domaine de la simulation, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de, de chances à se faire une carrière si on a un plan de carrière bien défini. Donc, il faut pas hésiter à se renseigner, à voir comment on peut monter en compétence sur différents concepts et à aller se former pour pouvoir euh, progresser dans la simulation. Donc, c'est ça. Magnifique. Merci pour ce mot de la fin. On peut te joindre sur LinkedIn, ça te va? On peut mettre ton lien LinkedIn en Ouais, bien dessous de cet sûr. épisode? Ouais, j'ai Ouais, vu que bien tu étais très sûr. réactif sur LinkedIn. Et pour tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à présent, merci d'avoir fait cet effort-là. Merci et puis bravo à vous parce que c'est de la formation continue. On parle de sujets que nous, on pratique au quotidien. Et puis j'espère que ça vous aura apporté un petit peu de valeur dans votre projet simulation. N'hésitez pas à revenir vers Younes directement ou vers moi si vous avez la moindre question sur les sujets qu'on a abordés. Bonne fin de journée à tout le monde, ou bonne fin de soirée pour ceux qui écoutent le soir, et à très bientôt sur SimMove. Au revoir Younes. Au revoir. Merci et bravo d'avoir suivi cet épisode du podcast SimMove. Si cet épisode vous a semblé utile ou instructif, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Nous rappelons à nos auditeurs que les opinions et les points de vue exprimés au cours de cet épisode et de ces discussions sont ceux de nos invités et ne reflètent pas nécessairement ceux de SimZin et de l'équipe SimMove. A bientôt donc pour un nouvel épisode, et comme toujours, merci de votre intérêt pour la simulation en santé.